Bonjour, ici Guillaume Barry, bienvenue dans Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout premier épisode de Pas sorti du bois. J'ai la chance de commencer ça, de casser la glace avec Guillaume Barry. Merci d'être là, Guillaume. Merci à toi. Écoute, tu casses la glace, c'est le tout premier épisode. Moi aussi, je casse ma glace. C'est la première fois que je fais ça, donc on se lance là-dedans. On se lance là-dedans et on verra où ça s'en va. Ben oui. Mais je suis très content de commencer ça avec toi. En fait, dès que j'ai eu l'idée de ce podcast-là, je me suis dit, il y a un timing avec Arikana. Puis je pense que c'est une histoire vraiment intéressante avec ta victoire de l'an passé. Ouais. Puis moi, je l'ai vécu un peu. Tu sais, moi, je faisais le 65 km l'an passé, mais je l'ai vécu parce que je suis arrivé un peu avant ceux qui ont terminé le 125 km, les premiers. Puis j'ai comme tout vu ça se passer avec ta femme puis tes enfants qui étaient sur place tout près. Puis on se connaît en fait par Dominique qui nous accueille ici aujourd'hui. Puis j'ai comme vécu ça, de voir ton arrivée et tout, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis il y a une belle histoire à raconter par rapport à cette course-là. Fait que je me suis dit, lançons le podcast avec le champion en titre on est à 2 semaines de tout ça. Quand j'ai présenté le podcast au début, je disais, le concept, ça va être comme un fil d'arrivée, pas de filtre avec une bière à la main. Là, on est dimanche matin, 10h, fait que on a troqué la bière pour le café. C'est pas ce qu'il y a dans le café, mais... Ah, exactement ça. Ça reste... Les gens le voient pas. Mais en même temps, je me disais, ça va de soi avec Guillaume qui fait partie des Cute, les coureurs utilitaires transpirant l'espresso. Une gang de Québec, une gang à Montréal qui font ça, puis vous buvez du café. Parle-moi un peu des Cute, votre concept. Le concept qui me convient parfaitement. C'est pas de règles, si ce n'est qu'on a pas d'abonnement, évidemment, rien que dalle. On a juste une conversation Messenger, puis tout par-delà. Donc, on s'organise les courses le matin avant d'aller travailler, en fonction du planning de chacun. Il y en a un qui me dit « je suis prêt demain matin 7h à tel endroit. Tu viens pas ». Des fois, il y en a 2 sorties en même temps. On court un bout, on prend un expresso dans un café, ensuite on repart chacun à notre bord, soit on part ensemble. C'est parfait. Très libre, c'est super cool. On mixe la course et le café. On fait pas de cute avec du tempo. Non. C'est pour le plaisir seulement. C'est ça. C'est cool, mais ça reste que pour ceux qui suivent les cute, il y a quand même des top coureurs là-dedans, dont tu fais partie. Mais pour avoir couru une fois avec vous, c'est vraiment un bon pace. Ça dépend des fois. Il y en a qui sont très forts, qui sont très vite. Très cool. Ouais, un bon concept. Exact. Voilà, donc on se lance avec café à la main. Premier épisode, je devais faire ça un peu spécial. C'est pour ça qu'on filme aujourd'hui, qu'on est en face à face. Il va y avoir des épisodes où je vais le faire seulement audio, où je vais être peut-être même à distance quand c'est des gens qui sont plus loin. Mais là, je voulais partir ça en face à face. En vidéo. En vidéo aussi. Donc, merci à Phil derrière la caméra qui m'aide avec tout ça. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de trail, d'où tu viens, je dénote un petit accent qui n'est pas de la Beauce. Non. Fait que... Ouais. Originaire du sud de la France, moi, de Perpignan, dans les Pyrénées, tout près de l'Espagne. J'ai jamais vraiment vécu. J'ai plus vécu, moi, un peu en Afrique avec mes parents, et puis région parisienne. Okay. Ouais, aussi un peu le sud, du côté de Toulouse. Puis sinon, on a immigré au Québec avec ma conjointe il y a 10-11 ans, en 2009. OK. Pour des raisons de famille. On cherchait un endroit plus cool que Paris. On était à Paris. Plus cool que Paris, puis pour avoir une famille et des enfants. Et puis c'est ça, après, pas plus compliqué que ça. Moi, j'étais dans la cuisine, j'ai monté ma compagnie ici, et puis voilà, donc tout roule. À Limoilou depuis 11 ans. À Limoilou, on était dans le quartier Saint-Sauveur, en bas, avant. Pas Saint-Sauveur, non. Peu importe, en Basse-Ville. On s'est mis sur Limoilou, ça nous plaisait bien comme quoi. Ouais. Petit quartier familial, petite maison, parfait. La rivière pas loin pour les semblants de sortie de trail en attendant de pouvoir aller Oui, dans la mais montagne. j'étais même pas... Oui, je courais, mais je courais juste... je faisais des marathons, moi. OK. Justement, ton parcours de coureur, comment ça a commencé pour te mener à ta saison 2019 qui est assez exceptionnelle? Raconte-moi comment c'est parti de ça. C'est juste des choix. Hein. Moi, j'aimais beaucoup le tennis ou les sports de raquettes. Puis après, quand tu quittes les études, tu n'es plus avec tes copains, tu rentres dans la vie active, tu travailles, tu n'as plus le temps.
Donc là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de me dépenser. Moi, j'ai un métier physique, puis j'ai besoin de bouger. Je ne peux pas rester assis toute la journée. Donc la course à pied, c'est venu comme une pratique. Pratique, efficace, minimaliste, tu n'as besoin de rien. Puis tu peux courir, il pleut, il neige, il vente, on s'en fout. Voilà. Enfin, on s'en fout. Façon de parler. Et je m'étais dit, tiens, je courais à Paris, donc avant 2009. Tiens, je ferais bien un marathon pour dire une fois à mes enfants, quand je serai vieux, puis grabataire, que j'ai fait 42 km. Ah ouais, un bucket list pour faire le marathon. Marathon, aucune notion de temps. À l'époque, il n'y avait pas de GPS sur les montres, ou j'avais pas de montre, en tout cas, bref. Et puis, donc, marathon de Paris en 2008. OK. Après, on est venu au Québec. Et puis là, j'ai fini mon marathon, j'en pouvais plus. Je pense que j'ai dû pleurer à la fin. Et ouais, j'ai souffert ma vie. Le mur a duré 5 km. OK, c'était un bon mur. C'était un mur épais, là, il faisait 5 km le mur. Puis à la pioche. Et puis après, je pense peut-être je suis passé la ligne d'arrivée. Et peut-être que une minute après, je me suis dit, j'en ferai un autre. Ouais. C'est fou, on est complètement débile. C'est toujours ça, quand tu es dedans à la fin, peu importe ton mur, tu le prends où. Puis à la fin de l'ultra, il y a plus qu'un mur. Tu te dis, c'est la dernière fois que je fais cette distance-là. Puis là, dès que tu traverses la ligne d'arrivée, il y a comme une émotion, il y a un feeling d'accomplissement. Tu te dis, bon, ben, what's next? C'est quoi le prochain? C'est ça. Ouais, il faut que j'en fasse un autre quand même. C'est ça. Et puis donc, on est arrivé au Québec. Et là, j'étais encore sur pas l'euphorie, parce que ça faisait plus d'1 an, mais je me dis, je vais faire le marathon de Québec. Donc, j'ai fait le marathon de Québec en arrivant, mais pas entraîné en fait. OK. Puis là, je me suis bien fait. Ouais. J'étais là, je vais faire tel temps. Puis je cours, puis arrivé peut-être au 30e. Ça allait, hein, mais bon, j'avais du mal, je le savais que c'était dur. Puis là, je vois le fanion du temps que je ne voulais absolument pas descendre, qui me passe devant. Et là, je réalise qu'en fait, mon pace descendait considérablement, puis que j'étais pas entraîné. Ouais. Et là, donc là, c'est la tête qui a repris. Il faut que je rattrape. Le lapin. C'est ça, le petit lapin du drapeau. Là. Et pour les stats, c'était quel lapin que tu as dépassé que tu voulais pas descendre sous ce temps-là? C'était 3h30. OK, tu faisais 3h30. Puis, en fait, j'avais fait 3h11 à Paris. OK, quand même. Puis, bon puis 11 ou 3h13, je sais plus. Puis, et puis, c'est ça, je me suis dit, en fait, quand j'ai vu passer le truc, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est cool. Puis la trail dans tout ça, comment avec des amis. OK. Ouais, avec des réseaux sociaux de course, hein, que tout le monde connaît. Ah oui. Tu rencontres quelqu'un qui, de fil en aiguille, t'amène à faire un sentier, puis ainsi de suite. Puis le premier que j'ai fait, c'est avec un petit groupe qui fait partie des Cute. OK. C'était long parce que c'était 50 km. On est parti faire 50 km, le sentier des... Des Caps? Le sentier des Caps. Ouais. Donc, qui est pris dans le Québec Mega Trail. Ouais, c'est ça. La première fois, vraiment, en gros, j'avais jamais fait ça. En fait, j'ai pas forcément aimé ça. Non? OK. Non. J'ai trouvé ça trop long. Ouais. Trop long. Je me suis ennuyé. Pas ennuyé, mais... pas ennuyé, non. Parce que c'était cool avec de rencontrer des gens, de courir dans le bois. Il y a des périodes qui étaient vraiment agréables. Mais à la fin, j'ai peut-être commencé par trop... Ouais. Même si on allait pas vite. Casser la glace avec une longue distance. À la fin, j'en avais marre. C'est pas possible, ça avance pas. Alors, ça avance pas. Hein. C'est sûr que quand tu es habitué à des temps de marathon puis des paces sur route, même s'il y a des côtes un peu, ça reste que le pace, tu peux te coller sur quelque chose. Tu sais que ça va te prendre. Tu dis, il reste 5 km, ça va me prendre 25 minutes ou 20 minutes, peu importe ton temps. Mais tu le sais. Puis là, il reste 5 km, ça peut te prendre 1 heure. Ah, c'est ça. On est bientôt arrivé. C'est quoi? C'est 1 heure? 1 heure, c'est long. Moi, c'est mon temps de course quand je vais faire le tour de la rivière. Ouais. Donc, et puis, j'étais exténué en revenant. Le soir, je pense, 8 heures, je suis tombé comme une mouche. Plus de son, plus d'image. Donc, c'était pas le truc, waouh, la trail, c'est absolument ça que je veux faire, c'est génial. C'était pas une révélation à ce moment-là. J'ai trouvé ça long, dur, j'ai aimé l'expérience. Mais puis après, j'en ai fait un autre, plus court. Et puis après, j'ai commencé à y prendre goût. OK. Parce que peut-être c'était un petit peu plus court. C'est ça. Puis moi, je suis quelqu'un, j'aime bien, dans ma vie, je fais toujours beaucoup de choses en même temps, les unes après les autres. Donc si je cours, puis après je fais autre chose. Ouais. Il faut que ça aille vite, entre guillemets. Là. Je suis pas trop rêve, je suis pas quelqu'un qui va... j'aime pas m'arrêter, prendre trop de pauses. Donc si on fait une sortie, on fait la sortie, et puis après,
quand je pars, mon objectif, c'est d'arriver au bout. Là. Ouais. Puis plus je suis arrivé au bout rapidement, bah, tant mieux. Ça donne plus de temps pour C'est faire la. ça. C'est pas, je sais pas, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que je suppose que tu es un coureur utilitaire. Tu te déplaces beaucoup en courant, le Ouais. run commute, comme on appelle, mais je suppose que ça te permet d'assouvir cette soif-là, de faire plein de choses en même temps, de te rendre quelque part à la course. Fait que C'est ça, l'entraînement n'est pas optimiser. du temps dans ta journée, c'est le déplacement que tu aurais fait en voiture, ben, tu le fais à la course. C'est ça, je fais tout le temps, le plus que je peux, je me déplace à pied. OK. Ouais. Ouais, c'est très cool. Optimiser le temps, c'est ça. Je vais pas aller le faire en sprint, hein, mais c'est que je vais, ça me prend, justement, j'ai appris un petit peu à aller moins vite, mais c'est d'optimiser mon temps et me dire, bah, tiens, plutôt que de faire 15 minutes de voiture, je vais faire 30 minutes de course, puis finalement c'est la même chose, bah, peut-être pas tout à fait parce que tu arrives, il faut que tu te changes, mais, Ouais. mais c'est ça. Joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Cool. Puis après ça, ben, j'allais en venir à ta saison 2019 de trail. Tu dis que tu as commencé avec le Sentier des Caps, avec des sorties plus courtes, mais si je regarde ton palmarès, je me l'ai noté ici juste pour le fun, ça reste que 2018, Québec Méga Trail, 50 km. On parle ici d'une 3e place, c'est ça? Avec Christian, Oui, avec Christian, un autre cute. c'était mon premier trail. Ça commence Le bien quand vrai, même. Ouais. Québec Méga Trail, Ben, sans trop d'entraînement en fait. OK. C'est un peu sur un coup de tête. c'est inscrit. Ah ouais, OK. Ouais. Puis là, tu as eu la piqûre parce que je vois qu'après l'année suivante, 2019, ben, ça a été une année assez exceptionnelle. Tu sais, 3 premières places en 3 courses. Mais Ouais, c'était un peu vite pour moi là. Ouais. Je sais pas pourquoi. tu as fait une progression rapide. Après ça, si on parle de l'année 2019, justement, première place aux 34 km du Trail Coureur des Bois. J'étais là, c'était quand même une journée pluvieuse, humide, boiteuse. Ouais, puis c'était de la. un temps quand même de 2h39 pour 34 km. Fait que, Ouais. une grosse première place là. Ensuite, Québec Méga Trail, le 80 km, encore une première place. Ouais. Puis ensuite, Arikana. Sur du bois. Ah non, mais je veux dire, J'ai fait juste 3 courses, j'ai été premier à chaque fois. Ouais, je ben, sais c'est pas. ça, c'est une belle saison 2019. Mm. Puis ben, c'est ça, je voulais surtout qu'on parle d'Arikana parce que l'année passée, tu as vraiment causé la surprise. Je pense que tu es arrivé prêt. Je veux dire, n'importe qui gagne le Québec Méga Trail 80 km devrait être considéré comme dans les favoris. Mais je pense que l'an passé, Arikana, les gens parlaient beaucoup d'Aurélien Collet, un ténor de l'équipe Oka en France, puis un solide coureur qui a une feuille de route énorme. Les gens parlaient de David Jecker qui avait gagné la première édition du 125 km en 2015. Là, on était 4 ans plus tard, mais je pense que n'importe quelle ligne de départ que David est là. Il a gagné 2 fois, je pense, non? Il a gagné 2 3 fois. Bref, David. Mais en tout cas, il est fort. Ouais, c'est n'importe quelle ligne de départ où David est, je pense qu'il est un favori. Puis Guillaume Barry t'arrive là, puis spoiler alert, Guillaume a remporté la course devant Aurélien Collet, Ouais. devant tout le monde. Raconte-moi un peu cette course-là, comment tu l'avais abordée? Tu sais, c'était ta plus longue distance à vie à ce moment-là. Oui, j'ai jamais fait plus que 125. Puis t'es Comment arrivé je l'ai avec abordé? la soif de gagner ou Ah non, pas du tout. de terminer? Non, pas la saute de gagner. Oui, je savais que comme j'avais gagné le 80, je regardais un peu quand même. Je me dis, tiens. Puis quand j'ai vu Aurélien Collet, je voyais les autres aussi. Il y avait Thibaudot. Hein. Ouais. Il y avait, Ah ouais, JP qui il y avait, sortait d'une grosse saison lui aussi l'année passée. Hein. ouais, il y avait aussi. Comment il s'appelle? Johan Trimaille. Ouais. Sur le marathon, c'est pas la peine. Ouais, puis l'année passée, vite, tu sais, il très était allé de la rapide. Réunion avec la gang de la clinique. Ouais, il a c'est ça. gagné cet hiver avec Pierre-Michel Arcan, je pense, une Ouais. traîne en Guadeloupe. Fait que, tu sais, c'est des grosses pointures, des gens qui étaient dans la. Des gens qui Comme sont nos sur trails au papier, Québec. sont sur papier très forts, plus Ouais, forts que exact. moi, c'est évident là. Puis plus rapides en tout cas. Puis tous plus rapides, tous plus techniques, tous plus d'expérience. Donc je m'étais dit bon je suis arrivé dans une deep. Au début, on discutait un peu avec ma Marjorie, ma conjointe. Ah, peut-être dans les 5 premiers serait cool. Puis moi, j'aimais pas trop me mettre de pression. Donc puis là, je regardais, je me dis, si je dois 10 premiers, je serais content. Déjà, si je vais finir. Et puis, bon, évidemment, il y a une place. Je vais essayer de regarder un peu la place. Je suppose aussi que, comme n'importe quelle distance, tu dis, ben là, c'est la première fois que je fais 125 km. Fait que Qu'est-ce qui va c'est se un passer? un peu terrain inconnu. Tu sais, passer C'est la ça. marque des 80 km, ben, c'est comme un territoire inexploré. Puis on va voir Ouais. comment le corps supporte ça. Curieux de puis- voir comment ça se passe. Et puis après, je pense qu'il faut aussi rester assez ouvert sur la façon dont. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très organisé dans ma course en disant à tel endroit je mange, à tel je fais ça je fais ça. Tous mes trucs sont écrits partout. Voilà, non, c'est. Oui, j'ai écrit les ravitaux le matin, le soir avant de me coucher, Ouais. au Sharpie, Sharpie. Tu sais, en disant, enfin, ce serait peut-être bien que je mette les ravitaux, Ouais. que je les ai écrits. old school avec Tout le d'un coup, en Sharpie sur le pensant bras. que ça allait me servir. Effectivement, ça m'a servi, mais j'y ai pensé Ouais. le soir même. Et donc, c'est un peu comme ça. Puis, donc, je suis parti. C'est ça, je ne suis pas parti trop en me disant je veux faire une bonne place. Mais quand même, il faut quand même avoir cet objectif-là de performer un peu parce Ah oui. qu'il faut quand même que tu arrives un peu à te placer, je pense, au début. Mhm. Puis,
mais tout en t'écoutant. Tu pars pas à fond de balle parce que tu sais très bien que ça sert à Ben, rien. c'est une longue journée qui s'annonce. Voilà, donc on essaie de se positionner. Surtout au départ, on est sur un chemin de 4 km large. Ouais. Et puis après dans les monts, au début, ben, on est les uns derrière les autres, donc on ne peut pas trop doubler. Dès le début, tu étais dans le peloton de tête avec. Ouais, non, parce que je me souviens, j'étais avec, il y avait Anne Champagne devant moi, que je connaissais, qui ne me connaissait pas évidemment, que je connaissais de nom, et on était je sais même pas, peut-être les 20 premiers, je sais aucune idée, je sais pas du tout. Puis, mais je sais que David Jecker était déjà parti, je pense qu'il était parti avec Aurélien. Je sais pas trop comment ça s'est passé devant, mais bon, peu importe. Et ils se sont perdus parce que c'est un peu compliqué. Le Mont du Four, ça doit être balisé de jour, mais quand tu arrives de nuit, tu vois pas bien les balises. En haut, c'est que des rochers plats, donc tu sais pas trop où tu t'en vas. On a cafouillé un peu. Mais bon, faut bien se positionner un petit peu au départ, et puis après tu fais ta course relax. Au pace, C'est ça. Est-ce que tu sens que tu étais comme te pousser vraiment Non. ou tu étais à l'aise? Non, mais pour te dire ma façon de faire, entre guillemets, c'est que je cours, puis à un moment donné, j'étais avec Pierre-Michel Artland, que je connaissais des cute, mais que j'avais jamais vu en vrai, qui est un personnage qui est vraiment génial. Oui. C'est vraiment bien de courir avec des gens comme ça, parce qu'il est tout le temps de bonne humeur, il était tout le temps en feu. Puis là, lui, il revenait de Cap-San, il avait fait un 100 miles 3 semaines avant. Ouais. Au Nouveau-Brunswick, je pense. C'est ça. Ouais. Donc là, bon, tout en feu, tout feu avec son t-shirt des cute. Puis il fait, mais dans un ultra, l'important c'est de bien s'alimenter dès le départ. Puis là, moi, on était au 15e kilomètre, je pense, ou 20e. Et là, j'ai pris ça, je me dis, lui, il a de l'expérience. Il dit ça va pas être des conneries. Il faut que je mange. Ouais. Et là, moi, je me préparais, parce que il y a des choses que j'achète, mais il y a des choses que je me fais moi. Okay. Je sais que ça, j'aime bien. Donc, c'est souvent un wrap avec du mousse ou des trucs comme ça. Là, je l'avais prévu ça pour peut-être les 30, 35e kilomètres, 40e. Et puis là, je dis, il a raison, il faut que je mange maintenant. Donc, j'ai dit, j'ai pas faim, il est 4h du matin, c'est pas grave, je le mange. Et donc, j'ai fonctionné comme ça, pas mal. On me dit ça, tiens. Feeling, en fait, je prends ce que j'écoute, ce que j'entends, puis je filtre, puis je me dis, ça pourrait peut-être mal. Il a peut-être raison, je vais le faire. Puis j'ai fonctionné comme ça, puis c'est souvent comme ça. Tu écoutes chacun, tu prends ce qu'il y a à apprendre, tu te dis, tiens, ça pourrait peut-être coller avec ce que je pense, ce que j'aspire, et puis ça a fonctionné. Je me suis jamais arrêté pour les besoins naturels. Une fois peut-être pour l'épicer. Pas de problème d'estomac, rien. Vraiment une journée idéale. J'ai eu mal, là, mais... Ouais, ça fait partie du charme de j'étais détruit plus que tout le monde. Puis, à quel moment t'as pris les devants de la course? En fait, quand j'ai rattrapé donc Pierre-Michel, où on était ensemble, je ne sais plus comment. Ensuite, on a trouvé Aurélien. On a couru un peu avec Aurélien. Et puis Aurélien, lui, avait vraiment un objectif de victoire. Ouais. Je pense que ça, je pense que quand tu pars de la France, quand tu es un athlète commandité, tu arrives à l'Ultra Trail Arikana, c'est... Oui, et puis c'est ça. Il avait en tête je pense, en tout cas, d'arriver premier ou vraiment d'aller chercher la tête de course. David qui était loin devant nous. Et moi, pas du tout. Je ne savais même pas qui était devant. Bref. Mais je le courais à côté de lui. Et puis c'est sûr que ça me poussait un peu parce que quand il est dans les montées, il courait tout le temps. Moi, je marchais des fois. Donc je voyais aller un peu plus devant. Alors je me forçais à le rattraper. Puis je me disais, mais te brûle pas trop, tu n'y arriveras pas. Puis dans les descentes, il dévalait comme des lapins. Je n'arrivais pas à les suivre. Ah ouais, ok. Enfin, le suivre. Mais j'arrivais quand même toujours à regarder la distance. Je reprenais un petit bout avec lui de temps en temps et ainsi de suite. Puis après, à un moment donné, quand on a vu David, là, j'ai senti que lui était complètement soulagé. Il m'a dit, on voit David, c'est cool. Mais j'étais vraiment pas dans cette optique-là. C'était de la découverte et puis je savais que j'étais devant, donc je maintenais. Et donc là, ils sont partis comme des fusées, les deux. Ah ouais. Et puis ils ont commencé un petit peu à se jouer, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai pas trop aimé ça. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop aimé, mais je me suis mis en retrait. De toute façon, j'étais pas dans le. Ils ont laissé un peu se brûler devant, puis à se lancer. C'était juste 100 mètres, mais je forçais comme un âne mais je n'arrivais pas à me rapprocher d'eux. C'était trop rapide. Et c'est là qu'au 65, j'attendais d'arriver. J'ai forcé pour arriver jusqu'au Haute-Gorge pour dire à ma conjointe, là, je vais redescendre dans les classements parce que c'est trop dur. Ça marche pas. Je viens de faire 65 km, je suis détruit. La descente, ils sont venus à 4000 du kilo. Moi, j'ai 65 km dans les pattes, je peux pas faire ça. Ça marche plus là. Donc, je voulais arriver là avec eux pas pour qu'elle s'inquiète, elle connaissait pas mon temps parce qu'entre elles savait pas, mais juste pour lui dire, voilà. Tu sais, c'est pas grave, si je te descends un peu mon numéro, ça va bien, t'inquiète pas, ils sont trop forts. Donc c'est à partir de là, finalement, peut-être que psychologiquement, moi, je me suis enlevé une pression. Ouais.
le fait de le dire. Et puis, eux, par contre, sont restés dans ce jeu entre eux, je pense. Aurélien, je pense, avait des problèmes gastriques. OK. Ça n'a pas aidé. David est parti très vite. Et puis après, bon, je suis parti avec Aurélien, je l'ai vite perdu, mon problème gastrique. Et puis moi, j'ai fait ma course sans essayer de penser j'étais deuxième. Et puis, je pensais juste à mettre un pied devant l'autre. C'est tout. Puis dans le bois, à un moment donné, c'est long, c'est dans le bois, ça c'est single track, là, puis ça. Oui. C'est profond, là. C'est ça, il faut mettre tes pieds comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas la course qui a le plus de dénivelé, mais ça reste que cette portion-là, c'est comme pour avoir fait la deuxième moitié du 125 km l'année passée, tu sais, c'est des single track, puis comme tu dis, c'est pas c'est pas les montées, c'est pas des descentes, mais c'est juste un faux plat tout le temps, puis t'as jamais les pieds droits, c'est des racines, c'est des roches, puis moi, je me rappelle le feeling que j'avais de cette portion-là, en tout cas, c'est que c'est tellement profond que il n'y a même pas de marqueur de route parce qu'il y a une single track puis le reste c'est des arbres, c'est super serré comme forêt puis c'est profond, fait que c'est ce que j'aime en fait. Tu n'as aucune idée au loin qu'est-ce qui se passe. Des fois quand tu fais une course où c'est un peu plus ouvert la forêt, tu vois la montée où tu t'en vas, où elle va se terminer, mais là tu es complètement profond puis tu n'as aucune idée, le nord, le sud, l'est, l'ouest, on n'a aucune idée. Exactement. Quand tu cours, puis moi juste mon objectif c'était de me dire mets un pied devant l'autre. C'est comme quand tu es un peu dans le trouble ou dans les zones un peu grises là dans ta tête. Ben, tu mets un pied devant l'autre. C'est un pied de fait, c'est 20 cm de fait. C'est 20 cm de fait. De toute façon, il va falloir que tu finisses en marchant au courant. Tu finis, c'est ça. Ou en tout cas, au moins au ravito pour abandonner, mais il faut que tu avances. Ah non, c'est ça. Donc tu avances. Puis, et puis après, j'ai vu David un petit peu. Donc là, c'est sûr que psychologiquement, ça fait du bien. On est rendu à quel kilomètre au moment où tu vois David? Je sais pas, 80, peut-être 90, je sais plus. Quand même. Tu es déjà dans une zone nouvelle pour toi, tu étais déjà dans ta plus longue course à vie. Ouais, mais tu sais, souvent on te dit aussi on entend souvent, je vais rentrer dans une zone que je ne connais pas, mais je sais pas, oui. Tu l'as pas senti? Non, tu n'arrives pas à te dire, wow, je suis devant le vide là. Non, tu cours là, tu es dans. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se dire il faut avoir fait un 125 pour faire un 160, il faut avoir fait un 160 pour faire un. Chaque course est tellement différente. Je sais pas comment apprendre les choses. Après, c'est une question de. C'est ça. Il y a le côté physique évidemment, mais tu as tellement de. Ta façon de. Je sais pas. Tu étais dans le mood, puis ça allait bien. Moi, ça allait bien. Je pensais pas au truc. Donc, David, je le double. Il s'arrête en fait. OK. Je le double et puis je continue. Puis je me dis, bon, tiens, je suis premier, mais je pense pas trop. Tu n'as jamais repris personne. Mais dans ma tête, c'était évident, il m'a rattrapé. Aurélien aussi. Ah ouais, OK. Oh, oui, j'étais là, je le double, mais. Tu étais réaliste avec ça. C'est sûr, il va me rattraper. C'est pas la peine. Donc, c'était ça dans ma tête. C'est juste les 20 derniers où là j'ai commencé à me dire, s'il me rattrape, ça me fait chier. Ouais. Au début, c'était, il va me rattraper. Puis là, s'il me rattrape. Puis là, après, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que je vais gagner la course? En me disant, mais c'est pas possible, ça me fait encore des frissons. Si je vais gagner la course, puis j'étais là, non, tu peux gagner la course, tu vas pas gagner Arikana, c'est pas possible, c'est tous des machines de guerre là-dedans, tu peux pas. Et puis après, je me suis dit, bon, enlève-toi de la pression, tu fais ta course, donne tout ce que tu as, mais donne tout ce que tu as, pars pas full pin là, donne tout ce que tu as. Si tu te fais doubler, j'aurai pas de regret. Tu auras tout donné. J'aurais tout donné, c'est qu'il était plus fort. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, avance. Pas trop vite, sinon tu n'y arriveras pas. Mais avance tout le temps. Pas casser, mais. Tu n'arrêtes pas trop au ravito. Toujours à la limite. Donc c'est pour ça que c'est dur, évidemment. Ah oui. Mais, et comme ça, au moins, tu n'auras pas de regrets. C'était juste mon truc de me dire, faut pas que tu aies de regrets. Puis finalement, moi, j'ai pas de regrets. C'est parfait. Puis est-ce que tu courais un peu effrayé en regardant derrière toi si tu voyais les gars arriver ou. Non, je voulais pas. Je l'ai fait à la fin sur les 3 derniers. Okay. Tu sais où c'est les skis de fond, là. C'est large, c'est de la boîte. Ouais, cette portion-là. C'est de la marde, voilà. On va se le dire, voilà. Voilà. Oui, là. Des petits vallons. Là, il y avait dans plus les de visu derrière. Donc là, je me suis autorisé à regarder. Sinon, je ne voulais pas regarder. Ouais. Au ravito, je demandais est-ce que vous savez combien est-ce qu'il est derrière? Et puis, il ne savait pas. Non, puis c'est un contexte de course aussi. Oui, c'est une des courses les plus prestigieuses au Canada et tout, mais c'est pas l'UTMB ou, tu sais, je veux dire, ou des grosses courses où les gagnants ont une caméra qui le suit, puis l'hélicoptère, puis tu sais ce qui se passe. Là, tu es vraiment dans une course où il y a des checkpoints, puis tu peux suivre la course sur l'application. Ouais, mais tu as un délai d'1 heure, 1 heure et demie, parce que le checkpoint, il est 25 bornes après. Au ravito, ils ne peuvent pas te dire il est 15 minutes derrière toi. Ils n'ont pas des données scientifiques pour te le dire, mais il y a des feelings. À un moment, je croisais quand même un ami qui était sur le 42, ou je ne sais plus quelle distance, qui faisait avec sa copine. Et puis, je lui demande est-ce que tu sais où est-ce qu'il est, Aurélien ou le deuxième?
Non, le deuxième. Et il me dit, c'est Aurélien. Il me dit non, je sais pas. Il me dit attends, je vais regarder sur internet. Il regarde sur internet, puis il me dit ah, c'est Aurélien sur les trucs. Il me dit ah, il est à 20 minutes en arrière. Et là, du coup, je fais yes, je m'arrête de courir. Je marche. Ah ouais? Puis je marche, et puis là, ça me prend 20 secondes. Puis je me dis et s'il se trompe? Ah ouais. S'il se plante, puis qu'il est juste derrière. C'est Et 2 là, minutes, et là, c'est fini. Là. Parce que psychologiquement, si l'autre me voit, c'est stratégique quand même. Ah oui. Si psychologiquement, si l'autre me voit au loin, connaissant Aurélien en plus, il va clencher, c'est fini, il a Ouais, gagné. avec Donc, cette j'ai dit non. expérience-là. Ça marche pas, continue de courir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Puis au moins, là, j'aurais été tellement déçu. Ouais. C'est pas que je voulais pas lui faire confiance, c'est que tu fais confiance qu'à toi et puis à tes trucs à toi, pas de regrets dans tes affaires. Puis au pire, je vais trop vite, je me crache, ben, j'aurais appris quelque chose. Puis, Voilà. c'est ça. Finalement, termine avec un temps de 13,55, 25 minutes d'avance sur Aurélien Collet. Ouais, ben, tant mieux, écoute, enfin, tant mieux non. Mais... Non, mais t'as maintenu ce 20 minutes-là, ce 25 minutes-là, puis t'as terminé. Ouais. Puis c'est quoi le feeling de traverser l'Arche? Parce qu'à un moment donné, tu sais, comment c'est fait au Mont-Grand-Fond, c'est que tu sors du bois puis il te reste une mini-montée vers la ligne d'arrivée. Là, Ouais. puis de doute que c'est toi qui vas remporter. là, c'était C'est cool. quoi le feeling à ce moment-là? Ben, c'est là que je me suis autorisé à croire que j'allais gagner. Ouais. Là, je me suis dit, là, je vais gagner. Rendu à 100 mètres de la ligne C'est ça, là, je d'arrivée. fais, oh putain, c'est juste là, quoi. C'est quand même magnifique. Ouais, bah tu réalises pas trop, en fait. Ouais. Tu es juste content. Juste content, puis un peu dérouté parce que tout le monde m'attendait. Enfin, en tout cas, m'attendait Ouais. pas forcément moi, mais tout le monde attendait le premier. Exact. Donc, plein de questions. J'étais super content de partager tout ça. Ben oui. Voilà. Content, oui. Après, il a fallu 3 semaines pour redescendre un peu de Ah ouais? la bulle. Là. Ah, c'est ça, c'est un boss qui est exceptionnel. Ouais. T'as causé la très- surprise, mais même j'ai l'impression que toi aussi, tu t'es toi-même causé Ah une oui, surprise. totalement. Complètement. Jamais j'aurais imaginé ça. Quoi. Puis, ça, je me demandais, en fait, l'après Arikana, tu sais, oui, tu dis que tu étais sur un nuage pendant 3 semaines et tout, mais je me dis aussi, là, tu arrives, tu remportes une course de l'Ultra Trail World Tour. Tu sais, dans notre petit monde de la trail, c'est la Ligue nationale, l'Ultra Trail World Tour, tu sais, c'est la NFL de Après, la course. Puis oui. remporter une course comme ça, qu'est-ce qui se passe après? Tu sais, est-ce que j'ai vu qu'après, tu as signé, t'as des partenaires comme On Running pour les espadrilles, avec Instinct, avec plein d'entreprises. Est-ce que c'est des choses qui étaient déjà en branle ou c'est cette victoire-là qui a amené des opportunités? Non, rien n'était en branle du tout. Là. Moi, non, j'avais aucun sponsor du tout. Là. Bah, quand j'ai gagné, bon, je pensais pas à ça tout de suite, évidemment, mais j'étais sur mon nuage, super content. Après, j'ai eu l'erreur de faire le Trail Urbain de Québec. Ouais. Pas parce que c'est pas beau, hein, mais parce que C'était quoi? C'était 2 ou 3 semaines après? 3 semaines après, Ouais. j'étais sur le truc, je me suis dit ça va bien aller, puis je me suis complètement détruit les jambes. Une course qui est urbaine, donc beaucoup d'asphalte. Ouais, mais que j'aimerais bien refaire, mais pas dans ces conditions-là. Est-ce que c'est prévu cette année? Je sais pas. J'ai J'ai pas regardé, mais Ok. je le ferai pas. Non, De toute façon, 3 semaines après Arikana. Non, j'ai payé 6 mois. Donc non. Ah ouais, à ce point-là. Ah, j'ai fait 2 tendinites. À cause de cette course-là? Ben, La trail urbaine? non, mais je pense. Ben, je l'aurais pas fait. J'aurais peut-être pas eu. Ça c'est Ouais. vraiment enclenché. Combinaison des deux. Puis, Ouais, parce que je n'arrivais quasiment plus à marcher après Arikana. Ouais. Donc le trail urbain, sur le high à fond, ouais, on y va. Invité élite. Moi j'étais là, élite. Je suis une élite, moi, qu'est-ce qui se passe? Ben, après avoir gagné Arikana. Ouais. Mais c'est ça, après, c'est pas non plus. Oui, c'est. Je renie rien, mais je serais fier de moi, mais c'est un des petits ultras de l'Ultra Trail Exact. World Tour. Il y en a Ouais. des bien plus difficiles. Puis même quand on met ça en perspective, tu sais, on suit notre sport. Moi, je suis un coureur de trail, mais je suis aussi un fan du sport et tout. Puis ça reste que c'est une toute petite communauté, tu sais. C'est même l'Ultra Trail World Tour comparé à d'autres ligues sportives et tout, Ouais. c'est tout petit, mais dans le domaine du trail, c'est quand même une référence. Puis remporte l'Ultra Trail Arikana, Ouais. ça vaut quelque chose, puis prends-le. Puis tu sais, c'est Ah, vraiment non, je le exceptionnel prends, avec mais une victoire comme ça. Oui, Et- c'est sûr, c'est ça. Puis, mais je veux pas me faire d'illusions non plus. Ben non, c'est ça. Voilà. Je reste conscient de mes capacités, et puis tu sais, les étoiles étaient alignées, les astres étaient alignés cette journée-là, cette année-là peut-être. J'avais le mental qu'il fallait, puis je suis content. Moi, je me dis surtout que ce que je trouve bien, c'est que s'il y en a qui ah, Guillaume il est super fort ou peu importe, mais c'est de me dire, ce que je trouve important, c'est peut-être de faire comprendre aux gens, là, dans la trail, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que finalement,
c'est pas que tout le monde peut gagner, mais c'est que il n'y a pas que le physique qui compte. Puis là-dedans, je l'ai démontré finalement. Ouais. Parce que les autres étaient plus forts que moi. Mais j'ai gagné peut-être parce que j'avais d'autres capacités ce jour-là. Je ne dis pas tout le temps, là, mais ce jour-là. Et donc, si ça motive certains de coureurs à croire en eux et à se dire, mais tiens, Guillaume, il l'a fait, peut-être que je serais capable de le faire aussi. Une bonne journée, puis tu n'es jamais à l'abri que ce soit une mauvaise journée pour d'autres. Puis, Ouais. puis c'est tellement des distances qui sont longues que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup en jeu. J'ai l'impression que, peut-être je me trompe, je ne suis pas un coureur de route, mais un 5 km sur route, les bons coureurs le plus rapide ont plus de chances qu'en trail le plus rapide parce que il y a quelque chose, il y a tellement d'éléments externes dans un 125, un 160, c'est des distances qui sont tellement longues que le digestif entre là-dedans, comment ton estomac supporte la nourriture. Après ça, il y a la température. C'est tellement des longues distances qu'il y a plusieurs variables. Voilà, donc c'est ça, exactement. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, puis il y a comment tu es dans ta vie, autour de toi, si tu as des enfants, une copine ou pas de copine, peu importe, il y a plein d'événements de ton travail, tes aspirations. Donc si tout s'aligne bien, mais tu peux pas ça c'est un peu c'est comme ça. Ouais. Puis il y a l'état d'esprit dans lequel tu étais, de ce que je comprends aussi, tu es arrivé là humble, puis en te disant, regarde, moi je suis là pour faire ma plus longue distance, je vais courir, je vais vouloir viser un top 10 et tout, mais tu n'es pas arrivé en me disant c'est la première position ou rien, puis je vais être déçu si j'ai pas la première position. Ouais, ça marche pas. Je suppose que l'état d'esprit aide aussi, quand tu dis que tu es arrivé au kilomètre 62 au Haut-de-Gorge, puis que tu t'es dit, je vais dire à ma copine que je vais descendre dans le classement et ça tout. fait du bien en fait. Mais c'est ça, c'est d'arriver avec une espèce d'humilité en me disant, j'ai tenu tête à ces gars-là pendant le premier 60 km, là, le deuxième, peut-être me laisser plus de chance. Puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé du tout. Non, c'est ça. Finalement, ça s'est bien passé. Ça aurait été bien aussi. Hein. Oui. Mais bon, encore mieux. Oui. Mais avec ça en tête, est-ce que ton approche est différente pour dans 2 semaines? Là, tu arrives, puis c'est un contexte qui est différent où tu es attendu parce que tu es le champion en titre de la course. Il y a encore beaucoup d'élites qui sont là, puis des gros noms qui vont être là pour remporter. Jean-François Cochon l'a remporté 2 fois. Elliott Cardin qui arrive d'une grosse saison, il était supposé être à la Western States cette année, puis un partenaire de On Running, ça, il est dans ton équipe et tout. Puis je pense même Maxime Leboeuf qui est le champion en titre canadien. Fait que tu as des gros noms encore là cette année. Toi, est-ce que ça change la façon dont tu te prépares ou, sachant que l'année passée, c'est ton attitude qui a probablement aidé? Oui, c'est ça. C'est qu'on m'attend. Alors ça, la cible dans le dos cette année. Moi je l'aime pas, là, mais j'aime pas cette attente-là, mais j'y peux rien, c'est comme ça. C'est normal. Donc je l'accepte. Ça va avec le fait d'être champion. C'est ça, je l'accepte. Après, moi, je vais essayer d'y aller de la même façon que l'année dernière. Pas en me disant je vais faire la même chose parce que ça a marché. Là, je dirais la chance, non. Mais la chance que j'ai, entre guillemets, c'est que j'ai déjà un temps de référence que j'ai fait, puis j'ai déjà fait une fois. Donc moi, c'est ça mon objectif. C'est juste, je m'en fous de ce qu'il y a autour des autres. Je sais pas que je m'en fous pas des autres, mais je veux pas battre un tel ou un tel ou un tel. Je veux arriver à faire le même temps que j'ai fait. Ou un peu mieux, je serais content. Ouais, 13,55, c'est… Et la position dans la course va être peut-être la carotte en plus. C'est-à-dire que si je suis 3e ou 4e, si tout va bien, puis que je suis dans mes temps, puis que peut-être qu'il y a une option d'avoir un podium, tant mieux. Si ça va super bien, puis que ça se passe, puis que j'arrive premier, tant mieux. Mais ou 10e, si tout va bien, que j'ai pas d'abandon, je me blesse pas, c'est parfait. Mais mon truc à moi, c'est mon temps. OK. Et je me focus uniquement là-dessus. Okay. Puis, tu sais que ce temps-là, tu as donné une première place, fait que tu sais que ça reste compétitif. C'est pas tellement, mais… oui, c'est pas tellement pour avoir une place, c'est pour, en fait, c'est pour me dire, est-ce que je suis capable de faire ce qui s'est passé l'année dernière? Est-ce que c'est un fake ou est-ce que c'est… C'était une journée exceptionnelle où les astres étaient alignés? Je vais tuer des moteurs à la place des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc sur mon bras, cette année, là je le sais un peu d'avance, je vais mettre mes ravitaux, mais je vais mettre mes temps de passage à certains endroits. En me disant, voilà, à la Marmotte, j'ai mis tant de temps, tel endroit, et peut-être que j'essaierai peut-être d'aller un peu moins vite au départ pour avoir un peu plus de jus à la fin. Donc ça va être ça. Puis je vais essayer de pas trop me faire influencer par les autres coureurs. Ouais. Faire ta course. Ça va être difficile, je pense, mais voilà. Donc je pars là-dessus. OK. Et ça m'enlève beaucoup de pression. Ben, c'est sûr, s'il faut. Parce que et puis je reste aussi très humble parce que
Jean-François Cochon, c'est une machine de dénivelé. Maxime Leboeuf, c'est une fusée Ariane. Je ne peux pas comparer, là, ça ne marche pas. Là, ils sont bien plus forts. Thibaudot qui vient de faire 2 heures au Loup, c'est bon. Ça n'a pas de sens, hein? Je sais pas Lui, cet été, il était en mission. Lui et sa copine, les deux ont remporté le 28 km le long Wolf. En fait, les meilleurs temps sur le 28, masculin, féminin. Et sur le 10 aussi, c'est exceptionnel. Je ne sais pas s'il le fait, le 125. OK, c'est ça, je sais pas. L'année passée, il l'avait fait. Ouais, je sais pas. Donc, bref. voilà, je suis conscient de penser à... Parce que ça va me stresser, je ne veux pas me dire « Ah ouais, je veux gagner avec Maxime Leboeuf », oublie quoi. Ouais, tu veux faire ta course, puis encore là, ça reste que c'est comme n'importe quelle course. L'an passé, c'était Aurélien Collet, cette année, c'est d'autres, mais chacun peut avoir une journée exceptionnelle. Oui, c'est ça. Peut-être que moi, je vais être en mal au ventre partout, ça va mal se passer, je vais abandonner au 10e, ou alors ça va super bien aller. Puis, et qui sait s'il n'y a pas un Guillaume Barry cette année, un autre qui va arriver, qui va causer une surprise un peu comme t'avais fait l'an passé. Je le souhaite qu'il y en ait un qui soit révélé. Et s'il s'est révélé parce qu'il a cru en lui et puis que moi, j'ai peut-être pu l'aider l'année dernière parce que j'ai comme ouvert pas la voie. Mais, ouais, mais c'est inspirant ton histoire avec tout ça. C'est ça qui me plaît le plus, je trouve, de me dire, voilà, tous ceux qui courent, j'en connais beaucoup qui courent avec moi, au Cute ou ailleurs, qui sont tous, forcément plus, moi, je suis pas plus rapide qu'eux, je pense pas. Tout est l'état d'esprit dans lequel tu es, les éléments cette journée-là, si les as sont alignés. Puis, Voilà, puis il faut partir, faut pas partir avec trop de rage, mais il faut aussi croire un peu en soi. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi ce que me disait ma blonde quand je suis parti le matin. Elle voulait me dire un truc, elle ne savait pas trop quoi. Puis elle m'a dit, tu as le droit d'abandonner. Je ne sais plus exactement, mais en gros, c'est tu as le droit d'abandonner, tu as le droit d'arriver 10e, tu as le droit de... Puis à la fin, tu as aussi le droit d'arriver premier. Tu sais, genre, te ferme pas cette opportunité-là. Ouais. Parce que c'est comme quand tu t'entraînes et puis que tu essayes de battre ton temps, tu as toujours des barrières psychologiques aussi, je pense. Tu dis, moi, je ne suis pas capable de courir au-dessus de 4002 kg. Si tu te le dis, c'est sûr que tu ne seras pas capable. Hein. Ouais. Mais si tu enlèves cette barrière-là, qui est psychologique finalement plus que physique, tu vas peut-être être au-dessus, capable d'aller au-dessus. Donc, il faut aussi… c'est pas évident quoi, d'arriver à… de se dire qu'on est peut-être capable, mais sans se dire, sans se mettre trop de pression. Non, c'est ça. Dans le spectre, le scénario, tu as le DNF, tu as terminé sur les rotules en 24h30 et tu as aussi l'optique de gagner. Il y a ce spectre-là, puis ça te permet d'y penser. Voilà. Bon, c'est toujours pareil, il faut être un peu lucide sur ses capacités à soi, évidemment. Mais je te confirme que dans mon spectre des possibilités pour le 125, j'ai pas l'option gagner, mais moi, je me fixe un range différent. Mais tu vas le faire cette année aussi? Oui, on va être sur la même ligne de départ. On risque de ne pas être les mêmes temps de… Avec des masques. Oui, c'est ça, exact. Ça va être particulier quand même cette année. Ouais. Mais c'est ça, je voulais justement parler cette année. Comment tu as vécu cette année-là de course en temps de pandémie? Parce qu'on en parlait un peu avant de commencer l'entrevue, mais c'était une année vraiment particulière à tous les niveaux. Professionnel, tu es entrepreneur, fait que tu as eu des décisions difficiles à prendre, mais aussi d'un point de vue de course, tu avais une saison, tu avais des courses qui étaient au calendrier qui ont été annulées. Ouais, moi j'ai quoi cette année comme course? J'essaye d'être finalement, je me suis dit, toujours de voir un peu le côté positif de ça. C'est que moi j'avais prévu d'aller, alors je regrette, en même temps je me dis, c'est pas une mauvaise chose, mais je devais aller en Espagne parce que j'ai réussi, alors par l'Ultra Trail World Tour, ils m'avaient contacté, j'avais droit à peut-être un ticket pour une des courses de mon choix. Alors moi tout de suite Western State, puis là on me répond, ouais mais la Western, sauf celle-là, il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Parce qu'avec le Arikana te donne tant de points, avec cette course-là, tu as le droit, pour moi, à des courses qui sont plus difficiles. Celle-là, elle est cotée 500 points. Et puis, j'ai droit à des tickets pour des courses qui sont cotées 1500. C'est les plus fortes, dont l'UTMB. Ouais. Et donc, du coup, la seule qui correspondait, c'était la Varedo. En Italie, c'est 125 ou 115, je ne sais plus, mais difficile. Et puis, elle avait l'air super belle, elle me plaisait beaucoup. Et là, pareil, je les contacte, puis finalement, ça ne marche pas. Bon. Donc là, j'en ai marre, je dis, laisse faire, je vais me débrouiller. Et puis, finalement, quand même, je me dis, il y a un nouveau trail qui est sorti cette année, c'est l'Ultra Trail du Val d'Aran. Oui, dans les Pyrénées. La série de courses by UTMB. Oui, c'est ça, by UTMB, exactement. Et puis ça, c'est dans les Pyrénées, donc catalan, c'est ma région natale, mais plus espagnol, mais bon, c'est pas grave.
Et je me dis, ah, c'est cool, je pourrais. Et ça correspondait à notre planning. Je devais rentrer en France pour faire bref, pour des affaires. Et je dis, voilà, c'est parfait. Je prends mon billet d'avion. Je vais faire donc là 160 km, Ah, c'était un 160. 11 000 mètres de dénivelé. Ouf. Début juillet, 35 degrés dans la montagne, laisse tomber quoi. Bon bref, mais bon, je suis c'est bon, je fais ça. Donc je m'étais inscrit là-dessus. Puis après je m'étais inscrit au Cap 100. OK. Je n'étais pas inscrit, je m'étais sur liste d'attente. Puis après je voulais faire Arikana et puis après je voulais faire le Bromont. OK. Ça faisait quand même un peu Bromont beaucoup. 160. Et puis tout est annulé. Ouais. Donc Arikana a lieu, donc je fais Arikana. Je pense que j'aurais pas fait Cap 100, ou j'aurais fait la plus courte. OK. Parce que la distance entre les deux, le temps entre les deux est quand même serré. 3 semaines, ouais, non, c'est ça. Et puis je sais pas comment je serais sorti de l'Espagne. Donc tout ça c'est annulé. Et puis je me dis, finalement, j'avais peut-être vu un peu trop gros. Tu sais, quand tu dis, j'étais sur mon truc, je vais faire ça, je vais tout faire. C'est toujours le risque aussi. Difficile. Puis je pense qu'on l'a tous fait à un moment donné de voir les possibilités de course puis de se dire, je vais m'inscrire là. Puis je pense que je vais être capable de récupérer. Puis dans le meilleur des mondes, quand tu t'amènes ta course en santé, la récupération se peut, mais tu sais, des fois, on n'est jamais à l'abri d'un petit bobo, rien de grave, mais juste oui. d'être un peu arraché puis devoir prendre 2 semaines. Puis je pense que off. peut-être courir aussi en te disant, tu cours sur une distance, je sais pas moi, difficile. Enfin, tout est difficile, mais tu cours sur une distance longue. Puis dans ta tête, tu sais que dans 3 semaines, tu refais une autre longue. Ouais. C'est dur C'est quand même. pas autant. Tu es en train de te dire, si je me scrape complètement là, ou Ouais. je ralentis un peu parce que je vais ressouffrir dans un mois. Ouais. Non, ça vaut pas le coup. Je pense pas parce que du coup, tu vas brider tes 2 courses Ouais, finalement. Donc, Ça a un impact, ouais. et en même temps, si tu t'inscris qu'à qu'une seule course, tu te montes tu te mets la pression pour une course, Ouais, puis tu là mets tu toutes te les deux dois dans de le ne pas la même rater. panier. Donc Ouais. c'est toujours délicat. OK. Puis là, finalement, est-ce que tu fais Bromont? Ouais, mais je fais le 80. OK. En fait, j'ai réfléchi, il fallait me décider il n'y a pas longtemps. Puis je me suis dit non, c'est fait trop. T'es allé avec la sagesse. C'est 80 quand même. Ouais, c'est ça. Non, Ça, mais c'est sûr que- c'est quoi, c'est 7 semaines entre les deux? Un mois, ouais, je pense. Ouais. Non, un mois, Ouais. juste un mois. Ouais. Mais je vais faire. En fait, je le fais en me disant, je vais essayer de ne pas y aller en mode course, mais en mode découverte du parcours, comme c'est 2 fois le 80. Ouais, le 160. C'est ça. Et puis si ça me plaît, et puis je pense que ça va me plaire parce que j'en vends que du bien de cette course-là. Ouais. Ouais, puis il y a quand même challengeant. Moi aussi, je l'ai fait Bromont 80, puis je voyais ces 3500 mètres sur 80, c'est. ça va Ouais, être j'ai fun. pas regardé. Ouais, ça va être. Toi aussi, tu y es? Ouais, Ah, c'est cool. on va se suivre. C'est pour voir la boucle, tu l'as déjà fait? Non. Ok. Non, pareil, un peu dans le voilà. même optique où j'ai. Mon ami Dom, que tu connais Ouais. l'an passé, a fait un super podium sur le 160. Puis moi, j'aspire à aller dans ces distances-là, tu sais, le 160 et tout. Puis là, je me suis dit cette année aussi, tu sais, je ferai pas 160 après 125. C'est des nouvelles distances aussi pour moi. Puis Ouais, je me suis dit, voilà. commençons avec le 80, exploration de parcours, puis on verra au fil de l'arrivée. Ouais. C'est ça. Faut pas faire Arikana ou une plus courte. Puis ça peut être intéressant de faire une plus courte pour Ouais, c'est ça. l'année suivante. Exact. OK. Voilà. Cool. Fait que ça a été ça ton plan de match qui était finalement relayé. Tout s'est changé, peut-être plus soft, puis Ouais. pas plus mal non plus. Ouais. Mais après, moi, je me suis mis des petits défis un peu personnels. C'est ça, tu as fait le tour de Québec, ça c'était intéressant. Quelques semaines après Mathieu Blanchard qui a fait le tour de l'île de Montréal, Ouais. tu es parti, puis c'était c'était un 110 environ, ça t'a donné? Ouais, exactement 110 piles. Comment ce 115 projet-là, parce que j'ai 2,5 pour faire le début de ma boucle, mais Ok. sinon c'est 110. Mais Comment ce projet-là est venu? je cherchais un défi, je pensais autour de l'île d'Orléans, puis Ouais. j'ai un copain qui l'a fait peut-être peu de temps après que j'ai commencé à avoir l'idée. Je me suis dit, bon, voilà, il l'a fait, ça a moins d'intérêt. Après, je le ferai en partant de chez moi, parce que ça faisait du coup quasiment 100 km. Et puis finalement, donc je trouve autre chose. Et puis après, le tour de Québec, je me suis dit, ça peut être sympa. Donc c'est venu, je ne sais plus comment, est-ce que c'est Mathieu Blanchard qui m'a inspiré ou est-ce que je l'ai eu avant? Je ne me souviens plus trop. Puis j'ai regardé un petit peu. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que je suis passé j'ai fait des repérages, donc ça c'était cool. Ça c'est sympa comme idée parce que du coup tu as un projet, puis j'ai fait des sorties un mois et demi avant, longues, en faisant des bouts de sentiers que j'allais faire pour savoir si je Parce pouvais que c'est ça, passer. c'était pas un tour urbain, tu as fait beaucoup de trails à travers. Ça, Ouais, ça je voulais le semble- plus possible de faire de trail. Ouais. Et sauf que finalement, je peux pas trop le définir comme un FKT ou comme une. Parce que je m'en suis aperçu quand je l'ai fait en vrai, c'est qu'à un endroit, je passe dans des érablières, c'est propriété privée. Ah, ok. Fait que tu peux pas officiellement l'enregistrer Non. comme Parce que bon, si veux pas que tout le monde les mecs qui s'éteille. passent. une fois comme ça, le propriétaire s'en rend moins compte, mais si ça devient un trajet que les gens empruntent beaucoup. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est sympa, c'est vraiment. Ça donnait combien de dénivelé? Je sais pas, 2500, c'est pas énorme, mais je sais pas trop parce que ça a peut-être. Pas sûr que la montre est. Ouais. Je sais pas, des fois ça fuck. Un truc urbain comme ça, c'est cool.
Un retour de Québec par les trails, par la route, un peu de tout ça. Ouais, en fait, c'est un beau parcours parce que le départ, c'est tu longes le fleuve, tu passes sous les ponts, tu continues, ensuite plage Jacques-Cartier, tout ça, ça c'est superbe. Tu passes Cap-Rouge, oui, c'est ça. Et là, c'est magnifique, tu es au bord du fleuve, tu as des super belles maisons. Et après, tu remontes. Pour la partie un peu plus plate, c'est là. Tu remontes jusqu'au lac Saint-Charles. Donc là, c'est de l'asphalte. Sauf qu'à un moment donné, je suis passé par le Mont Bel-Air. Donc là, il y a un peu de sentier, peut-être 5 ou 10, je ne sais plus trop. Mais sinon, il y a deux grosses portions d'asphalte, pas très agréables. Tu es 10 bornes, vent de face, à vélo, ça doit être parfait, mais encore, on se pourrit, quoi. Et après le lac Saint-Charles, c'est quasiment que de la trail, tout le temps. Donc là, là tu peux te dire, là, c'est cool. Que de la trail, et tu redescends passes au lac Beauport, tu remontes, tu redescends par derrière, tu arrives au boulevard Raymond, tu redescends. Donc, super sympa. Ah, c'est cool, ça. Puis est-ce que tu as d'autres projets du genre qui se trament, des projets COVID ou des projets Non, Aricana et Bromont. Après, moi, on verra l'année prochaine qu'est-ce que ça va donner. C'est le focus pour cette année. Ouais, j'ai rien prévu pour l'année prochaine. De toute façon, je pense que tu peux rien trop prévoir. Bon, c'est ça, en ce moment. Moi, c'est ça, j'avais mon ticket pour la CCC à l'UTMB, la petite sœur de l'UTMB de 100 km. Puis là, je suis en train de me dire, peut-être que ça vaut même pas la peine de reporter à 2021. T'sais, on a 3 ans pour le reporter, notre ticket. Puis je me dis, 2021, j'ai comme de moins en moins espoir qu'on va être de retour dans une vie normale. Fait qu'est-ce que c'est risqué de prévoir à la Chamonix? Je sais pas s'ils vont arrêter 2 ans de suite les courses. J'ai l'impression que les courses vont vouloir avoir lieu quand même, parce que une organisation comme l'UTMB ne veut pas arrêter plusieurs années, mais j'ai l'impression qu'ils vont peut-être la tenir, mais avec les contraintes que ça peut amener, puis que si nous, comme Canadiens, on ne peut pas se rendre en France et tout, ben là, tu perds ton ticket. Fait que, comme en questionnement, est-ce que je reporte la CCC à 2022, 2023? Drôle de période, mais on va focusser sur les courses québécoises. C'est ça. C'est déjà le fun de voir que là, on va avoir un automne qui ressemble à un automne régulier. Il faut essayer de respecter un peu ce qu'ils demandent, même si des fois on a tendance à dire ah ouais, ben là c'est contraignant ou quoi, parce que c'est la première, donc il faut que ça se passe bien pour que d'autres courses s'emboîtent le pas et peut-être motivent d'autres organisateurs. C'est bien, c'est courageux ce qu'ils font, je trouve. C'est courageux. C'est beaucoup de logistique. Puis j'ai hâte parce que pour le deuxième épisode, je reçois Marlène qui est la directrice générale. Puis juste de comprendre comment ils ont vécu eux. Parce que nous, comme coureurs, c'est plate de voir des courses annulées, mais ça reste que c'est individuel. Puis ce qu'on aime, je pense, comme coureur, c'est de courir. Ça, on a pu continuer. Mais comme organisation, les contraintes que ça amène. Puis là, ils vont faire une édition qui va être ça va être unique là, de devoir porter le masque sur le départ, partir par vague, mais ils mettent tout en place pour qu'on puisse le faire. Puis, si ça se passe bien, ils vont devenir un genre de benchmark de pour moi, on va probablement s'inspirer d'Arcana, puis les courses l'an prochain, s'il faut continuer à respecter, c'est ça. Donc, c'est ça, allons-y, suivons un peu les règles, puis ça va bien aller, ça va être, trouver une manière de... Ça va être épique. Ouais, c'est ça, exact. Ça va être particulier. Ça va être bien pareil. Oui, mais bon. Après, je me dis, finalement, c'est bien de le faire. D'y participer parce que ça peut décourager, mais en même temps, je pense que ce sera peut-être la seule année où ça va être des courses un peu différentes. Donc on va essayer et puis on sait comment ça. C'est le fun que les organisations se soient revirées aussi, comme le Aricana Lone Wolf, c'était cool. On pouvait aller faire le parcours, chacun à son moment. Ça a marché, ça a marché. Puis je voyais que le QMT il avait balisé le 25 aussi, fait que c'est cool de pouvoir aller au moins à ces endroits-là qui ne sont pas balisés d'habitude, qu'on peut se retrouver avec les cartes GPS et tout, mais là, tout est balisé, fait qu'on peut aller un peu à la manière que la clinique du coureur le fait à la Beauport. Puis tu apprends aussi d'autres choses, c'est que, pour ce que j'ai un peu appris, c'est que quand tu pars sur un truc, une course, tout seul, qui est quand même une course, donc le loup solitaire ou même le QMT que j'ai voulu faire un petit peu rapide, c'est dur. C'est dur tout seul. Même si tu ne veux pas te comparer aux autres, ou te mettre en pression avec les autres, c'est dur d'être sur le sentier et de souffrir, mais de continuer à pousser sans avoir peut-être de voir quelqu'un arriver. Et finalement, c'est bien parce que tu vas aller chercher. En tout cas, moi, je me suis posé cette question-là. Finalement, pourquoi tu cours? Parce que tu es tout seul. T'es pas en train, tu peux pas te dire pourquoi je n'ai pas besoin de me poser la question pourquoi je cours, je vais essayer de rattraper celui qui est devant. Mais quand il n'y a personne devant et que tu es en train de souffrir, tu es en train de dire mais qu'est-ce que je suis con, pourquoi je suis en train de souffrir dans le bois alors que je pourrais être à la maison à rien foutre. Et c'est là que tu te dis mais c'est quoi ma motivation derrière là, pourquoi je fais ça. Puis toi c'est quoi ta motivation? Je sais pas, mais je pense que personne ne peut répondre à ça. Puis c'est tout différent, mais c'est un peu, c'est tout différent. Puis je pense que c'est toujours un peu pareil. C'est aussi, c'est-à-dire que c'est un peu,
la motivation, elle est de peut-être, bon, en tout cas pour moi, peut-être plus de prendre confiance en soi, de se dire qu'on est capable de faire ça et voilà, le fait bon, il y a beaucoup qui l'ont déjà dit, mais c'est toujours mieux d'essayer que même si tu te plantes, que de ne rien faire. Ouais, au moins tu l'as essayé. Au moins tu l'as essayé, c'est ça. Puis c'est de pousser dans des zones qu'il y a très peu de gens qui se rendent dans ces zones-là. Je pense que c'est ça qui est le fun de l'ultra. Puis c'est ça qui est le fun à tous les niveaux. Autant toi qui remportes le Ricana que la dernière personne l'an passé qui a traversé l'Arche en 24 heures 59 minutes. Tu vas profond tu puises profond en fait pour te rendre jusque-là. Mais de finir en 24 heures, moi, à Ricana par exemple, je pense que ce serait difficile pour moi. Puis je me rappelle, j'avais lu un article, je pense que c'est François Daine qui avait remporté le Grand Raid de la Réunion en 24 heures quelques. Puis il disait, moi ce qui m'impressionne, c'est les mid-packers, puis ceux qui 48. terminent en 48 heures. C'est complètement différent comme course. C'est fou, là. De faire un 160 km avec autant de dénivelé en 24 heures, c'est exceptionnel d'un athlète élite. Mais tu te dis, les gens qui le terminent en 48 heures, c'est tout aussi exceptionnel pour d'autres raisons, mais la personne a quand même été 48, 50 heures dans le bois, en carence de sommeil complète. Tout le monde, c'est ça qui est le fun de notre sport, je pense, c'est que chaque personne y est pour des raisons personnelles. Tu as les élites qui poussent en avant, mais la personne qui termine, qui fight les cut-offs, puis qui s'assure de pousser un peu plus parce que s'il ralentit, il va se faire couper au ravito puis il ne pourra pas continuer, ben, c'est une autre sorte de challenge. Cette personne-là, c'est résilience. C'est ça, c'est vraiment impressionnant de notre sport. Puis d'avoir ce spectre-là large, c'est que dans une même course, tu as tout ça qui se vit. Puis c'est ce que je disais dans l'épisode 0, la présentation, que je disais que je vais vouloir recevoir de tous les niveaux de coureurs, puis même des gens qui sont extérieurs, des directeurs de course. C'est que chacun a des histoires intéressantes. Puis chaque personne qui va parcourir une course, même si c'est un DNF, c'est des histoires pas possibles. Tu lis les récits sur Ravito Trail, le blog de Distance Plus, puis des histoires fascinantes de quelqu'un qui s'endort dans un sentier, puis il y a une photo dans les queues, Mathieu puis Jasmin, une photo, je pense que c'est Jasmin. Lui, il va faire la une du point de côté l'année prochaine, c'est sûr. Qui s'endort dans le sentier, c'est parfait. Ouais, c'est son truc. J'ai écouté j'écoute pas mal de podcasts de course, puis quand je fais mes commutes, j'aime bien. Ça permet de... Bon, il y a des gens que j'aime bien écouter, puis enfin, j'en connais quelques-uns, puis là j'écoute, c'est Thierry, alors son nom de famille c'est Bourdarieux, je pense. Bourdarieux, c'est un Basque, donc un Français. Ok. Bah, ouais, c'est ça. Lui, il a 51 ans, il fait des ultras, mais 125 c'est un échauffement, quoi. Ok, il fait des longs. Il fait des très longs. Les 200 très longs. Ça, non, il fait des très longs. Je te donnerai le lien là. Ouais, je vais aller voir ça. Thierry Bourdarieux. Ce type-là, il a commencé par des marathons il y a 10-15 ans de ça, peut-être un peu plus. Puis là, maintenant, il fait des ultras. Donc, il a commencé à faire un 333 dans le désert. C'était un 555. Puis là, il a fait la Yukon Ultra Yukon, je sais pas trop quoi, dans le grand froid, je pense 500 km, je sais plus combien. Et là, récemment, premier quasiment chaque fois. Et là, il est parti faire 1000 km dans le désert. 1000 km dans le désert. Comment tu pars dans ta tête en te disant, je vais faire 1000 bornes Donc, c'est des 160. Bah, c'est celui qui détenait le record du GR11, je pense, dans les Pyrénées, qui a été battu par Eric Labrie cet été. Ouais. Donc, une force d'avancer. Et c'est vraiment très intéressant à écouter parce qu'il a un mental et que tu l'écoutes et puis que à un moment donné, il donne des anecdotes, des trucs, il a des douleurs, des tendinites, puis il avait une tendinite au pied, puis que toi, tu es là, on se plaint, j'ai une petite tendinite de machin. L'autre, il a une tendinite, il est au 600e kilomètre, il en reste 400. Ça n'a aucun sens. 400 km avec une tendinite, je ne sais plus quel truc il parle. Ah ouais. Et puis il dit, au bout de 24 heures, elle est passée. Et puis je n'ai plus jamais elle n'est jamais revenue. Donc toi, des fois, bon. On s'arrête parce qu'on a une douleur. On a une douleur, puis c'est là, donc là, continue, c'est vrai. Puis... C'est que moi, j'ai tendance à dire, on a une barrière physique, puis on a à peu près 3000 barrières mentales. Ouais. C'est dans un ultra. Donc plus il est long l'ultra, puis plus tu as des barrières mentales à franchir. Là, je suis pas capable. Mais si tu as mal, non, tu n'as pas mal. Puis continue, tu as mal, non, tu n'as pas mal. Enfin, bref. Ouais, puis c'est sur les distances qu'on a. Tu sais, souvent au marathon, les gens parlent du mur au 30-32e kilomètre. Mais dans un ultra, je pense que tu peux avoir plusieurs murs. Puis il y a un moment où ton cerveau dit d'arrêter. Puis en même temps, c'est d'être capable de se dire, ben non, je vais contredire mon propre cerveau et dire non, je vais continuer. Puis tu repars, puis des fois, c'est ça qui est drôle, c'est que tu fais une longue distance, tu pognes un mur, puis là, tu te dis, c'est fini, puis je vais finir la course, mais je vais être complètement démoli. Puis à un moment donné, tu as un deuxième, un troisième souffle, puis tu es rendu au 85e kilomètre, puis tu as l'impression de voler comme si tu venais de commencer. Puis exactement.
Pourquoi il y a 10 minutes, je marchais puis j'avais de la misère à avancer, puis là, soudainement, je roule à 4,30 dans une trail, puis tu te dis, bon, ben. C'est là que tu dis quand même il y a quelque chose qui se passe dans la tête, quoi. Ouais, ben je pense que les ultras se complètent, se terminent et se gagnent dans la tête aussi. Ouais. Le physique est important, c'est sûr, la préparation, mais à un moment donné, tu arrives au fil de départ, puis l'état d'esprit dans lequel tu es, puis la résilience, puis la force mentale l'emporte peut-être sur les performances physiques, puis les VO2 max, puis toutes ces données-là physiques. Puis... Quand lui, à un moment donné, ce qu'il disait, il disait quand ça va bien, faut pas trop être euphorique. Parce que ça va pas aller tout le temps bien. Puis je pense que ça redescend plus vite si tu es trop euphorique. Ouais, ça va super bien, t'envoies, tu vas le payer encore plus fort. Ouais, c'est ça, exact. Faut pas être euphorique. Puis quand ça va pas, ben, t'attends que ça passe. Ça va, à un moment donné, ça va revenir. Ah, exact. Sauf que lui, c'est sur peut-être des 24 heures, ça va pas là. Mais il racontait une anecdote à un moment donné. Il a fait la Badwater ou je sais pas trop quoi, là, dans le désert. 135 miles. 52 degrés. Ils disent qu'il y a des années que les semelles, les espadrilles fondent sur le tarmac. Là, Bref, première année, il fait un abandon au 67e kilomètre, deuxième année, au même endroit. Bon, pas un abandon, finalement, il arrive à repartir, monte en température. Mais après, donc, c'est des choses qu'il a apprises, puis il part pour son 1000 km, je crois que c'est dans celle-là. Et il raconte que les 24 premières heures étaient très difficiles. Il avait beaucoup de mal et il le savait il savait que son corps avait besoin de 24 heures pour s'habituer à la chaleur. Donc pendant 24 heures, il a souffert d'insomnie, de mal de tête, de pas bien, en se disant non mais ça me prend 24 heures. Au bout de 24 heures, mon organisme se sera habitué à la chaleur et ça va passer. Puis putain de résilience. Au bout de 24 heures, c'est la moitié d'Arikana. Ouais. Là, ça va mieux. Il sait que 24 heures, il va souffrir, puis après ça, ça va bien aller. 51 ans. Ça n'a pas de sens. Il y a des trucs de fou qui se font. Tu te mets à lire sur ces performances-là, puis tu te mets à écouter des podcasts et tout, puis tu te rends compte que même les gens qui trouvent que faire un 160, c'est complètement fou, tu te rends compte que dans le domaine de l'ultra, dans la communauté, il y a des gens qui poussent à des limites. Tu sais, je voyais qu'en ce moment, Lucas, j'oublie son nom de famille, un Français qui a remporté exact, tu sais, la Transgrande Canaria 360, qui est et en ce moment, il a fait virtuellement parce que la course n'a pas eu lieu, puis il fait toutes les éditions de la 360, il fait tout un après l'autre. Ça va lui faire une Transgrande Canaria de 1000 km. Puis il part comme ça, puis il le fait pour le plaisir parce qu'à chaque édition, je pense que le parcours change. Fait que lui, il a décidé, je vais faire tous les parcours de l'usine. C'est complètement fou. Ouais. C'est ça, il faut toujours, puis il faut avoir des rêves, de trucs à. Mais je pense que c'est des efforts différents. Je veux dire, ce genre de personnages, ils vont pas faire l'UTMB plus vite que Pau Capel. Non, exact. Mais voilà, donc ils ont trouvé leur voie ou leur voilà, ça leur exactement. plaît. Sur les très longues distances en performance. Je voyais justement lui en préparation de son Transgrande Canaria, il est allé courir l'Échappée Belle, qui est une course complètement folle en France de, je pense que c'est 120 quelques kilomètres ou 140 km, mais avec 11 000 mètres de dénivelé. Puis il l'a fait 3 semaines avant son défi parce que c'était comme sa petite préparation. Alors que d'autres vont te dire que c'est complètement fou, débile de faire ça. Ben, c'est ça, lui c'est sa préparation. C'est ça, lui, c'est ce qui lui. Ouais. C'est un autre niveau. Mais avant de conclure, j'aimerais terminer avec une petite séquence que je vais appeler les questions éclairs. J'ai même écouté la question éclair. Écoute, le concept est très simple, c'est pour terminer, puis c'est juste des petites questions A ou B. Puis essayer le plus rapidement possible d'y répondre. On réfléchit pas, puis on y va. C'est simple comme ça. Donc, t'es prêt? Oui. Route ou trail? Trail. Ah, c'est sûr. Québec Méga Trail ou Ultra Trail Arikana? Arikana. Bière ou vin? Ouf. Ah, je peux pas répondre à ça. Les deux. Les deux. Québec ou France? France. UTMB ou Western States? UTMB. Sentier technique ou sentier roulant? Technique. Monter ou descendre la montagne? Monter. Van life ou chalet? Van life. Mont des Morios ou Montagne Noire? Morios. Sucré ou salé? Salé. Voilà, je pense que tu as battu le record. C'est l'épisode 1, fait que c'est toi qui set la barre très basse. On va voir ensuite si ton temps... Ouais, on va voir Marlène tantôt si elle va setter le fastest known time, le FKT, sur les questions éclairs. Ouais. Donc... bière ou vin, c'est pas mal ça. Ouais, faut y penser. C'est pas mal. Ça dépend le mot, ça dépend le plat, je suppose, parce qu'on l'a pas dit en intro, mais Guillaume est chef exécutif. Ouais, mais en fait, je dirais que maintenant, ce serait bière, parce que j'en bois beaucoup moins de vin. Mais je peux pas... Bah, si, je peux... Donc, monter ou descendre la montagne, toi, t'es... non, mais je cherche pas, là. T'es un meilleur grimpeur que dans je sais pas si je suis un bon grimpeur, c'est juste que la descente, ça me défonce tout. Ouais, les quads, hein,
Ça me défonce tout. Les descentes, taper des cailloux, des machins, des trucs, c'est horrible. Moi, c'est même une des craintes d'Arikana. Ah ouais? C'est des descentes. Ouais, puis les descentes dans les chemins de. Tu sais, il y a quelques descentes dans des chemins de 4 roues, là, un peu plus larges en gravel. Là, puis... Je sais que je perds du temps là-dedans. Ok. Par rapport à moi, à la majorité des gens qui Ouais, vont peut-être plus vite, qui ont moins peur. Moi, c'est une peur que j'ai, je pense. Peur de tomber, peur de me tordre la cheville, peur de. Ouais. Et ça va vite, t'es là, tac, 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 ça tape. Je me suis dit, voilà. Mais bon. C'est ça, chacun ses trucs. Hein. Ouais. Après la montée, j'aime ça. Les faux plats montants, en fait. Ouais, ok, ça, tu peux le courir, mais. Ouais, les faux plats montants. Après une descente, une montée, j'adore ça. Ok. Alors que les autres n'aiment pas, là. Tu sais, quand tu changes, en fait, tu sens que tu changes de. Tu sens dans ton corps que c'est d'autres muscles qui se mettent à travailler. Tu es en descente, tu es en train de travailler tes quads, un petit peu, puis là, tu passes en montée, et hop. Tu sens que ça bascule, c'est plus le même muscle, et l'autre, celui derrière, qui passe, qui monte. Puis là, ça fait comme. Ça me fait du bien, en fait. Ouais. Ah, c'est cool. Mais je pense que ça dépend, mais je sais que moi aussi, j'aime ça, le changement de terrain, parce que. Cet été, j'ai fait 2 défis. J'ai fait un défi de 12 heures, le plus de kilomètres possible. J'ai choisi une boucle super roulante. Puis j'ai été complètement détruit parce que c'est comme le même pace sans arrêt. Oui, c'était en trail, mais c'était assez plat. Puis après 6 heures, 7 heures, c'était une canicule en plus. Mais on dirait que le même mouvement répétitif me tuait alors que j'ai fait le même temps d'entraînement au Mont-Saint-Anne à faire des montées, des descentes. Puis jamais été cassé, jamais de problème parce que je sais pas que les muscles travaillent différemment. Puis ça change le mal de place, comme on dit. Ouais. Mais des fois, être juste sur le plat sans arrêt, avec le même pace tout le temps, c'est mortel. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Monotonie. Ouais, exact. Un gros merci, Guillaume, de t'être Merci à prêté toi, au c'était jeu. super cool, on va pouvoir manger des croissants. Ben, exactement, on a des croissants ici. Fait que, juste pour terminer, j'aimerais remercier Phil, qui est derrière la caméra, qui est un collègue et un ami qui m'aide avec ce premier épisode-là. David Hébert, que j'aimerais remercier, qui est responsable de tout le design graphique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand j'ai parti le podcast, hey, ton design graphique, ton branding est cool. Tout ça, c'est David Hébert, un collègue et un ami également. J'aimerais remercier toi, Guillaume, d'être prêté au jeu, de te lancer dans ce premier épisode du podcast. Cool. J'aimerais remercier Fred Desroches qui a fait le thème musical. J'aimerais remercier ma copine Jenny qui est le meilleur œil extérieur possible pour ce genre de projet-là, de juste venir challenger à droite à gauche pour être sûr d'avoir le meilleur concept possible. J'aimerais remercier Dom qui nous accueille chez lui dans son décor. Dom qui est un ami cute de Guillaume, coureur hors pair que j'aimerais recevoir bientôt pour parler de sa grosse 3e place l'année passée à Bromont. Puis cycliste qui a fait un trip de fou cet été. Fait que un prochain invité certainement. Donc je te souhaite le meilleur des succès dans 2 semaines à Arikana. Je nous souhaite le meilleur des succès. Je vais être là moi aussi, pas dans les mêmes temps, mais on va être là pour s'amuser dans les bois de Charlevoix pendant plusieurs heures. Ça va être cool. Ça va être très cool. Donc très hâte de voir. Puis moi, mon but, en fait, je le dis, c'est de recevoir le gagnant et la gagnante d'Arikana. Fait que je te souhaite que je te reçoive à ce podcast-là une deuxième fois rapidement. Non, mais si peut-être. On va mon temps sur les questions, les quiz. Oui, exactement. J'en aurais peut-être des nouvelles pour toi à ce moment-là. Mais j'aimerais bien ça de recevoir à nouveau en tant que peut-être double champion d'Arikana. Ou simplement parce que tu es un être exceptionnel. Puis c'est vraiment intéressant de te parler. Puis c'est cool. Non, mais c'est vrai, mais c'est cool de te suivre. Puis je le dis, tu sais, ta conjointe et toi, vous êtes le fun à suivre sur les médias sociaux. Tu sais, avec la course, ta blonde fait un truc de fou qui est de courir toutes les rues de Québec. Puis je veux pas en parler plus parce que je te lance ça. Puis peut-être qu'en l'écoutant, elle le saura. Mais j'aimerais la recevoir parce qu'elle est en train de faire un projet vraiment intéressant de courir toutes les rues de la ville de Québec. Tu sais qu'elle est catalane comme moi, dans le sud de la France. Puis l'emblème de pays, c'est l'âne. Okay. Il n'y a rien du tout de péjoratif, justement. C'est que l'âne, moi, c'est un animal que j'aime particulièrement parce qu'il est très têtu. Okay. Puis dans une course, moi, j'aspire à être comme un âne, c'est-à-dire être têtu dans mon objectif, il est là, c'est ça. Marjorie, elle a un objectif, puis elle va le tenir. Ben, je la connais un peu maintenant. Donc là-dessus, c'est vrai que je suis assez admiratif aussi de ça parce que même souvent les femmes ont cette capacité-là plus que les hommes à garder leur idée en tête puis aller jusqu'au bout. Peut-être pas aussi rapide des fois, mais finalement c'est peut-être plus fort parce qu'elles sont capables de durer plus longtemps sur des choses. Ouais, puis si on veut faire un lien avec l'ultra, on le voit dans les longues distances, plus que le 100 mètres, dans les 200 mètres, c'est les femmes qui remportent. T'sais, une Courtney DeWalter, c'est une coureuse exceptionnelle, gagnée l'UTMB Western State, mais sur les courses de 200 miles et plus, c'est elle qui remporte au scratch. Elle finit première, puis le premier homme, il finit derrière elle. Puis c'est impressionnant à voir. Ouais, c'est là que ça devient intéressant. Ouais, fait que Marjorie qui court toutes les rues de Québec, ça serait une occasion de s'asseoir avec elle puis de jaser dans un on a plein de projets en commun, aussi de van, de faire parcourir un petit peu comme on a un van qu'on s'est fabriqué là.
parcourir un petit peu les États-Unis ou le Canada, mais là, c'est pas trop pour aller faire des trails. C'était super intéressant aussi de vous suivre, voir rénover, adapter cette van-là Ouais. pour vous et vos On trois a eu enfants. beaucoup de plaisir. Là. Ah, Il c'est y a encore cool. des trucs à faire. Toujours des trucs à faire. Cool, ben merci beaucoup Guillaume. Merci à toi. Merci tout le monde. Puis on se revoit pour un deuxième épisode très bientôt avec Marlène Côté, directrice générale de l'Ultra Trail Africana. Ça va être cool. Salut! Salut.